télétravail, une des choses qu'on a réfléchi évidemment aussi syndicalement beaucoup à l'impact du télétravail. Évidemment, oui, ça peut avoir des effets bénéfiques au niveau environnemental. Par contre, il faut savoir aussi que ce n'est pas une panacée nécessairement pour le développement de l'individu. On l'a vu que aussi ça peut avoir des impacts d'isolement, des problèmes d'ergonomie. Donc, nous, puis lundi, on faisait le lancement avec les autres centrales syndicales du Québec d'un protocole de télétravail pour aider les gens, autant travailleurs qu'employeurs, à dire qu'est-ce qui devrait être considéré dans le contexte d'un protocole de télétravail, soit qu'il soit hybride ou pas. C'est entre autres que ce soit volontaire, que ce soit pas imposé. Donc, parce que des fois, on a des réalités qu'on oublie souvent parce qu'on est plus des professionnels, donc on a accès souvent à des maisons qui ont un bureau fermé, qu'on a l'équipement nécessaire. Ce n'est pas le cas de tout le monde. Ça peut aussi créer beaucoup de discrimination, plus d'impact pour les femmes. Entre autres, oui, la surcharge mentale, la surcharge au niveau de nos obligations familiales, mais aussi lorsque des changements dans notre vie. On tombe enceinte, oups, on perd le bureau qui devient la chambre de bébé. On accueille un parent, on perd le bureau pour notre parent âgé. On se divorce, on déménage en plus petit. Fait que tout ça va nous fragiliser en tant que femmes parce que là, on lie notre lieu de vie à notre lieu de travail. Et là, ça crée une pression supplémentaire pour les femmes. Puis souvent, les gars, les hommes ont moins cette pression-là parce que c'est souvent moins eux qui vont prendre soin de la famille, ils ont plus de revenus. Donc, ça met une pression supplémentaire. Donc, il faut vraiment laisser la volonté de la personne si elle veut faire du travail ou non pour ne pas mettre à risque le lien d'emploi parce que ta situation familiale change. Et même chose, si tu as des problèmes, si tu vis seul, des problèmes d'isolement, ben peut-être que pour cette personne-là, c'est bien important d'aller sur les lieux du travail pour voir du monde, pour échanger. Puis ça l'aide aussi à la créativité, à l'échange d'idées, à la promotion. Parce que ça aussi, les études le démontrent, quand on est en télétravail, on fait moins de liens, par exemple, entre autres avec la direction, les hauts placés de notre entreprise. Les femmes risquent de faire plus de télétravail accommodé travail-famille, mais elles risquent aussi d'avoir moins accès à ces promotions-là. Donc, il faut être vigilant avec le télétravail, puis ça sera pas, c'est pas une baguette magique, malheureusement, pour la résolution de tous les maux. Une autre question? Alex? Alors, écoutez, d'abord, merci beaucoup pour vos excellentes présentations. C'est très, très, très intéressant, les expériences qui sont partagées. Franchement, on apprend des choses. Merci beaucoup d'être là pour nous ce matin. Une question qui va s'adresser à vous trois. Ça pose un défi, les risques psychosociaux, la santé mieux-être, maintenant qu'on a des obligations légales, les employeurs ont des obligations légales. Comment on va procéder pour aider les employeurs à faire l'intégration de ces risques-là dans leur programme de prévention? Comment on va amener les comités de santé et sécurité à s'occuper de ces questions pour lesquelles, historiquement, on n'a pas donné beaucoup d'attention. On se rappelle bien que la santé mieux-être, ça a été beaucoup un dossier traité par la gestion des ressources humaines. Maintenant, il y a des obligations un peu plus importantes qui vont être imposées dans les milieux de travail pour traiter ça formellement comme des problèmes plus généraux de santé et sécurité du travail. Alors, j'aimerais vous entendre là-dessus pour voir qu'est-ce qu'on peut faire là, pour aider les entreprises à faire cette transition-là. Si je peux me permettre d'y aller... Oui, c'est bon. En fait, je pense que vous mettez le doigt sur la grande préoccupation qu'on a surtout dans une économie de PME avec des organisations qui ne sont peut-être pas dans des secteurs où la notion de sécurité, de danger était très présente. C'est des organisations qui n'ont pas nécessairement de gens spécialisés, de gens en ressources humaines. C'est une grande préoccupation que l'Ordre a. Il a tenté d'exprimer au législateur. Puis je sais que la CNESST est en train va certainement déployer des outils, de la formation et tout ça, mais pour nous, la clé, c'est pas... Oui, bien sûr, il y aura des guides, de la formation. L'INSPQ, bien sûr, va être un joueur important.
les travaux de l'ensemble de l'écosystème, mais à un moment donné, il faut que ça dépasse les guides, la formation, parce que le défi, c'est qui le prend en charge dans les milieux. Alors, je pense que notre souhait, en fait, je ne sais pas si ça va se réaliser, notre souhait, c'est qu'il y ait aussi de l'argent du gouvernement pour avoir des ressources qui vont venir, oui, faire la formation, oui, expliquer ce que c'est, mais soutenir les comités de prévention dans leur rôle pour adresser les risques psychosociaux parce que c'est un exercice très, très complexe. Bien sûr, l'OB va former, soutenir les CRHA dans leur organisation. Les gens qui sont consultants, on va jouer notre rôle, mais il faut absolument aussi qu'il y ait des ressources accessibles aux PME parce que ce n'est pas un exercice si simple. Et encore une fois, je réinvite et j'espère qu'on aura accès à vos outils, vos recherches de façon très vulgarisée, très accessible, très concrète pour l'entrepreneur qui a une business de plomberie de 35 employés qui porte plein de chapeaux. Qu'est-ce que ça veut dire pour lui dans son organisation pour qu'il mette vraiment l'accent, vous l'évoquiez tantôt, c'est le fun de mettre des cours de yoga le mardi puis le jeudi, là, mais c'est pas ça qui va avoir un impact sur la santé psychologique pour vraiment qu'ils investissent sur ce qui a vraiment un impact. Donc, ça va prendre un effort concerté et on espère des sous pour l'accompagnement et pas juste pour la rédaction de guides ou de formation. Peut-être juste rajouter, il faut savoir que puis je pense que là-dessus, il va y avoir une bonne réflexion à faire parce que les gens qui vont siéger et au comité de santé et sécurité et les représentants de santé et sécurité qui vont être nommés par les travailleurs et travailleuses doivent suivre de la formation. Ça va être prévu à partir de 2025. Donc, ça aussi, il va y avoir réflexion au niveau de la CNESST, que doit contenir ces formations-là, quels outils on doit donner aux personnes. Donc, ça va certainement aider. Mais je pense que la première chose qui va permettre l'intervention dans les milieux de travail, ça va être la bonne volonté des employeurs. Parce qu'on le voit, ça doit être inscrit dans une loi s'il n'y a pas d'intérêt à intervenir sur ces enjeux-là. Malheureusement, la réalité risque que ça va être encore mis de côté dans les milieux de travail. Merci Annie. Pierre Durand a une question dans la salle. Oui, bien, ma question s'adresse peut-être à Mme Landry parce qu'elle en a parlé elle-même, mais d'autres personnes pourraient y répondre. On a mentionné qu'il y avait eu une expérience dans le secteur de la santé, qui est un des secteurs de prédilection, où on disait bien, les horaires, on a des nouveaux horaires avec des quarts de 12 heures, etc., pour améliorer la flexibilité et ainsi de suite. Quand on regarde ces initiatives-là, qui méritent évidemment d'être investiguées, essayées, testées, etc., une des choses qu'on remarque, c'est que dans le réseau de la santé, dans les hôpitaux anglophones, ces horaires-là existent depuis, moi en tout cas, je les ai vus en 2015, en 2014, ça fait déjà plusieurs années que ces horaires-là existent, des horaires partiellement flexibles ou flexibles, avec des quarts de 12 heures, des échanges de quarts de travail, et ainsi de suite. Qu'est-ce qui explique que dans les hôpitaux en guillemets, francophone, ça soit si difficile de passer à ça? Bien, on tombe directement dans les relations de travail. On sait qu'au niveau de la santé, c'est des négociations centrales, souvent. Donc, tout se passe au niveau central. Et là, il y a eu, le secteur anglophone, historiquement, a réussi peut-être à échapper à la mainmise, du sens qu'ils revendiquent leur particularité. Et là, ils arrivent à peut-être mieux échapper aux grandes lignes de direction. Voici comment ça passe la gestion, puis vous ne devez pas déroger à ça. Donc, il y a ce petit jeu de pouvoir entre la communauté anglophone et, je vous dirais, le gouvernement qui a permis des adaptations que là, on voit, là, puis nous autres aussi, on les avait vus. La FTQ ne représente pas nécessairement des infirmières, là, mais on avait remarqué que dans le secteur anglophone, ils sont plus ouverts à discuter puis avec les groupes de travail pour vraiment amender les horaires de travail, parce qu'on avait beaucoup de difficultés à mettre en place dans le réseau de la santé francophone. Même, on avait eu des négociations locales à une certaine époque, puis les sujets de négociation locale étaient très, très précis. Puis là, si on voulait être un peu plus imaginatif, il fallait repasser par en haut, puis souvent, on se faisait bloquer, là. Donc, tout vient de la centralisation des négociations, puis de l'ouverture. Puis,
on l'a dit, on le voit dans les médias, là, mais la suppression des niveaux de gestionnaires, puis maintenant c'est tout centralisé, ça rend encore plus difficile l'adaptation selon le besoin du milieu. Fait que là, c'est souvent, même les travailleurs ou la gestion de plancher va arriver avec des idées, puis on n'est pas capable de la faire appliquer parce que le gestionnaire à l'autre bout de la province, lui, c'est en dessous de sa pile, puis c'est pas dans sa priorité. Je voulais simplement adresser une question à Myriam. On peut voir comment, chez Cascade, qu'est-ce que ça représente, ça, des obligations en matière de risques psychosociaux? Comment vous allez aborder ça de votre côté? Comment vous allez vous dépatouiller, je dirais, avec cette nouvelle obligation-là? Oui, bien, c'est sûr qu'on va faire une évaluation déjà à la base pour mieux évaluer les risques. Mais je pense que de continuer comme on fait, de sensibiliser nos gestionnaires, nos employés pour que ce soit justement quelque chose qui fasse partie de notre quotidien. Donc, je pense que c'est comme on comparait, par exemple, avec les PME, où est-ce que c'est peut-être un petit peu plus difficile. Nous, on a peut-être une longueur d'avance parce qu'il y a déjà des choses mises en place, mais il faut continuer dans le même sens puis continuer de faire beaucoup de communication à ce niveau-là. Mais c'est sûr, premièrement, c'est ça, comme je disais, une évaluation, continuer en termes de communication, formation, sensibilisation. Mais c'est sûr qu'on va s'assurer de respecter en tant qu'employeur. Donc, pour nous, c'est super important de se conformer.